Bonjour, alors j'espère que cette fois-ci je n'ai pas fait l'erreur de la semaine dernière et que vous êtes bien avec moi euh, au bon endroit pour ce live. Donc n'hésitez pas tout de suite à me le dire dans le chat, comme ça je suis certaine que vous êtes bien là et que donc je ne parle pas toute seule. Le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est les relations professionnelles et l'impact que ça peut avoir sur votre motivation. C'est un sujet un peu sensible, donc une personne, je ne cite pas de nom, mais elle se reconnaîtra, m'a envoyé un mail pour bien me dire c'est compliqué d'en parler sur Facebook parce que ça laisse une trace, etc. J'y avais pensé, donc l'idée c'était justement de faire en sorte que vous réagissiez plutôt à ce que je dis plutôt que de partager votre ressenti, ou alors si vous le faites, faites-le plutôt de manière hypothétique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Moi, j'ai pris mon petit thé, j'ai mes notes, comme d'habitude, pour savoir ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes en forme, etc. Je vérifie quand même dans le chat que vous êtes bien là et que je ne suis pas en train de parler toute seule comme la dernière fois. J'ai aussi reçu des questions en amont de ce live, donc je vais les traiter avec vous aujourd'hui. Donc je les garde pour la fin et on essaiera de répondre à toutes les questions que j'ai pu recevoir. Je ne vois pas de réponse dans le chat, j'espère quand même que vous êtes bien là. Je ne suis pas sûre de moi, donc je vais vérifier en même temps. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour commencer? Première chose, c'est très important, c'est une évidence, mais ça vaut le coup de le rappeler. Souvent dans les relations professionnelles, mais personnelles, ça marche aussi. Ce dont on se rend compte, c'est que, en fait, on pense que la problématique vient des autres. C'est souvent, on se dit, oui, mais c'est l'autre personne qui est en faute, c'est l'autre personne qui communique pas bien, etc., etc. Et donc, c'est important de bien se rappeler que on ne peut pas changer les autres. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Alors, bon, je suis un petit peu embêtée. Je vais aller vérifier tout de suite. Désolée pour ces petits problèmes techniques, mais comme à chaque fois j'ai l'impression que je me trompe et que j'appuie pas au bon endroit, forcément, tout de suite c'est plus compliqué. Alors, je revérifie, j'attends que vous me mettiez bien dans le chat que tout va bien et que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Et pendant ce temps-là, je fais un essai sur l'ordinateur pour être sûr que tout fonctionne. En attendant, je continue. Donc je disais, c'est pas possible de changer les autres. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est en commençant par nous initier le changement, on peut avoir un impact, une influence indirecte, mais sur le comportement des autres. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose auquel on pense souvent parce qu'on reste dans ce qui se passe dans notre tête et on se dit oui, mais je sais pas, c'est l'autre qui a fait, qui est en tort, etc. Alors qu'en fait, peut-être que c'est l'autre qui est en tort, ça ne reste que notre propre point de vue, mais aussi vous avez une part de responsabilité. Alors responsabilité ne veut pas dire faute, on a une part de responsabilité dans toute relation qu'on entretient avec d'autres personnes. Je vérifie si j'ai pas reçu de message. Non, ça va. Donc, cette part de responsabilité, c'est aussi l'endroit où nous, on peut agir, tout simplement. Parce que, comme je vous le disais, en agissant de notre côté, on peut avoir un impact sur les autres. Alors, les relations professionnelles qui sont compliquées, en général, heureusement, c'est pas le cas de tous les gens avec lesquels on interagit au travail. C'est souvent quelques personnes isolées. Et ces personnes-là, en général, on les a très bien identifiées. Donc, si vous connaissez déjà ces personnes-là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, quelles sont les causes de ces problématiques relationnelles? Il y a des choses qui s'affichent, je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. D'autres personnes, des causes qui viendront de nous et des causes qui viendront du troisième élément qui constitue la relation, qui est donc la relation en elle-même. Donc, si vous avez des problématiques
au travail avec certaines personnes. Ça peut être votre manager direct, ça peut être quelqu'un au-dessus, un N+2, un N+3. Ça peut même être quelqu'un auquel, enfin, je sais pas comment dire ça. Ça peut même être quelqu'un. Alors, je ne vais pas trouver la bonne formulation, donc je vais faire une faute, mais j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça peut très bien être quelqu'un qui est pas, dont vous n'êtes pas dans le service. Donc ça peut être un hiérarchique, mais qui n'est pas un hiérarchique direct. Et ça peut être bien sûr des collègues ou des subordonnés, donc des collaborateurs qui appartiennent à votre équipe. L'idée, c'est de se dire dans quel cadre est-ce que j'interagis avec cette personne? À quelle fréquence? Sur quel format d'échange je suis avec cette personne et quelle est l'exigence, la nécessité d'interaction qu'il y a avec cette personne. Parce que souvent, on se sent un peu coincé, on se dit oui mais j'ai pas le choix, je suis obligé d'interagir avec Bidule, et Bidule, ça arrive, hein, Bidule peut-être je le sens pas, on s'entend pas bien, etc. Parce qu'on le rappelle que la grosse différence des relations au travail, des relations professionnelles, c'est que c'est pas comme le cercle amical, c'est pas des personnes qu'on a choisies. Donc c'est des personnes qui nous sont imposées, donc heureusement dans la majeure partie des cas, il y a plutôt une bonne entente et ça se passe bien, mais bien évidemment, ça arrive que quelques cas particuliers, on ne soit pas forcément, ce ne soit pas la grande harmonie ou la grande entente avec une personne. Alors attention, il y a quand même un fossé entre moyennement s'entendre avec quelqu'un, bon, on l'apprécie pas forcément, et le conflit vraiment ouvert, etc. Donc ici, je parle pas de conflit ouvert, je parle plus un peu d'inimité, du fait de ne pas trop apprécier quelqu'un, de ne pas travailler de la même façon, ce qui peut créer des tensions, etc. Donc, si j'en reviens à ma recherche des causes, vous savez les personnes avec lesquelles vous avez des problématiques au travail. Une fois que vous avez déterminé le contexte, je l'ai dit, la fréquence, le format, le cadre, le niveau d'interaction nécessaire et obligatoire, et souvent il est beaucoup moins important que ce qu'on croit. Donc c'est souvent une question d'habitude, mais vous pouvez modifier ces formes d'interaction. Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire? En fonction de ça, normalement, il ne devrait pas y avoir 15 000 personnes avec lesquelles vous ne vous entendez pas au travail. Ou alors, si c'est le cas, ça peut poser un problème et dans ces cas-là, soit la problématique peut potentiellement venir de vous, soit tout simplement vous n'êtes peut-être pas à votre place dans cette entreprise parce que, et on a vu ça dans le café live de la semaine dernière sur le sens, peut-être que vous n'êtes pas dans un poste ou dans une entreprise qui est en accord avec vos valeurs, avec ce qui est important et ce qui fait sens pour vous. Donc, les actions possibles, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et alors là, faites preuve de créativité, vous pouvez très bien transformer la façon dont vous interagissez avec les autres personnes. Celles avec lesquelles ça pose problème. Celles où il n'y a pas de problème, continuez comme vous faites déjà. Donc des actions possibles, ça peut être donc de changer le format. De se dire, eh bien, ok, je vais essayer de limiter peut-être les interactions présentielles ou les interactions peut-être en vidéo et passer pourquoi pas à un format plutôt mail. Ça peut être aussi, si vous en avez l'opportunité, c'est pas possible pour tout le monde, pourquoi pas de déléguer les tâches qui nécessitent ces interactions à d'autres personnes. Ça peut être, pourquoi pas, modifier le processus, c'est-à-dire la façon dont vous procédez pour échanger avec cette personne. Donc, quelle est l'action qui nécessite d'avoir une relation, un échange avec l'autre personne, et comment est-ce qu'on pourrait le faire différemment pour que cet échange soit limité et, pourquoi pas, disparaisse totalement, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai choisi aujourd'hui de parler en fait des relations? Tout simplement parce que les relations au travail, c'est un élément clé et de notre motivation et de notre épanouissement. Il y a deux chercheurs, deux psychologues qui s'appellent Ryan et Deci, qui en fait ont, j'allais dire créé, enfin je sais pas, construit en tout cas un concept qui s'appelle la théorie de l'autodétermination et qui explique en fait qu'il y a 3 éléments qui font qu'on se sent motivé pour une tâche et plus particulièrement au travail. Le premier élément, c'est la compétence, c'est-à-dire on se sent compétent dans la tâche qu'on nous demande d'accomplir. Et même l'idéal pour avoir une vraie motivation interne, c'est d'avoir une tâche qui demande un tout petit peu plus de compétences que ce qu'on a, c'est-à-dire qui représente un challenge, parce que c'est aussi ça ce qui nous motive. Le premier postulat de la théorie de l'autodétermination, c'est que les gens veulent s'accomplir et veulent se développer personnellement et professionnellement. Donc première dimension, la compétence. Deuxième dimension, c'est l'autonomie. Donc l'autonomie, et ça c'est souvent une problématique qui revient particulièrement avec la relation avec notre manager, c'est le fait d'avoir une certaine latitude pour agir
pour mener à bien les missions de son poste et avoir une certaine marge de manœuvre, ou en tout cas une participation dans la prise de décision. Donc l'autonomie, le fait d'avoir une autonomie importante, pas forcément totale, mais en tout cas importante, ça fait partie de la motivation et de l'épanouissement au travail. Et le troisième point, et c'est pour ça qu'on parle des relations aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent l'affiliation. Et en fait, l'affiliation, ça veut dire que c'est les relations, des relations harmonieuses avec les gens qui sont importants pour nous. Donc, dans un cadre personnel, c'est bien sûr la famille, les amis, etc. Mais dans un cadre professionnel, les personnes qui sont importantes pour nous, c'est souvent les collègues proches, ceux qui sont dans notre équipe, et notre manager direct. Bien évidemment, il y en a d'autres. Hein. Si vous avez eu un mentor, si vous avez évolué dans plusieurs services, vous avez aussi d'autres personnes qui sont importantes pour vous, peut-être avec lesquelles vous ne travaillez plus au quotidien, mais avec qui vous échangez. Donc, cette notion d'affiliation, c'est ça qui fait que, c'est une des trois parties de notre motivation au travail, la relation avec les autres. Donc, si les relations sont problématiques, parce qu'une personne qui est importante pour nous, c'est pas forcément quelqu'un qu'on apprécie. Si on n'a pas forcément d'affinité de personnalité avec notre manager, c'est parfaitement ok, on est dans le travail. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui est important pour nous, dont on valorise la vie, parce que c'est quelqu'un qui potentiellement a quand même un certain, un impact potentiel sur notre évolution, sur notre progression de carrière, sur le fait qu'on puisse se former ou pas, sur notre rémunération, etc. Donc, identifier les personnes, rechercher les causes, trouver des actions potentielles, possibles, pour limiter ces interactions ou faire en sorte qu'elles se passent d'une façon un peu plus harmonieuse. Après, qu'est-ce qui peut nous poser problème? C'est pas forcément une inimité avec quelqu'un, c'est parfois aussi des événements ponctuels. Donc, moi, ce que je trouve un bon indicateur d'un événement ponctuel qui peut poser problème et qui peut détériorer une relation professionnelle, c'est le fait que les limites soient dépassées. Et les limites, ça peut être vos propres limites, donc ce que vous considérez inacceptable, et les limites que les autres se mettent qui ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, chacun a son propre prisme par lequel il voit et il juge les événements qui se passent. Donc, ce que moi je pense et je vois, c'est pas du tout la même chose que ce que vous pensez. On va voir le même événement, le même comportement, et pour moi ça va peut-être être totalement acceptable, et pour vous peut-être pas du tout. Ça dépend de notre culture, de notre expérience personnelle, de notre vécu au travail, de comment est-ce qu'on a été éduqué, etc., etc. Et l'idée, c'est pas de dire il y a une meilleure façon de faire ou de voir qu'une autre, c'est juste de se dire en fait ce qu'on appelle la vérité n'existe pas. Il n'y a pas de vérité absolue qui soit commune à tout le monde, il y a juste une façon, la mienne, de voir les choses, et une autre façon, la vôtre, et une autre façon, les autres personnes, etc. Donc, la problématique des limites, qu'est-ce qui fait que ça peut poser problème au travail? C'est qu'en fait, on n'a souvent pas conscience des limites que l'on pose. Pour deux raisons. La première, c'est tout simplement, on se rend compte qu'une limite a été franchie qu'au moment où elle a été franchie. On n'avait pas avant consciemment formalisé le fait que, ah oui, si quelqu'un fait ça, pour moi c'est inacceptable. Et la deuxième, c'est que comme on ne l'a pas conscientisé chez nous, il y a assez peu de chances qu'on l'ait exprimé aux autres. Donc l'autre, de manière totalement inintentionnelle, puisqu'il n'est pas au courant de cette limite, peut la franchir sans penser à mal. L'idée, c'est de se dire, ok, si il y a donc des problématiques ponctuelles, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont des problématiques un peu plus pérennes, c'est plutôt positif, mais enfin, qui durent dans le temps, on va dire. La problématique de limite, c'est plus ponctuel. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est important de se dire, qu'est-ce que c'est moi, mes grands principes, les limites que je pose au travail pour moi et pour les autres, donc que j'aimerais que les autres respectent. Donc déjà, il faut se le dire à soi-même. Et ça, c'est pas simple de le faire comme ça, là, de but en blanc, en se disant, oui, qu'est-ce que c'est mes limites au travail? Donc c'est un peu comme un code de conduite relationnel. Donc partir d'une page blanche pour se dire quelles sont mes limites au travail et quelles sont les limites que je ne veux pas que les autres franchissent, c'est un peu compliqué. Donc pour ça, au lieu de partir de zéro, vous pouvez tout simplement repartir d'événements qui ont pu se passer où vous avez ressenti de la tension, de l'animosité, l'impression
pardonnez-moi l'expression, que les autres se foutaient de votre gueule, ou vous vous êtes dit tout simplement, non mais là il pousse le bouchon un peu trop loin. Ça, typiquement, c'est des indicateurs que les limites que vous vous imposez et que vous imposez aux autres ont été franchies. Donc partez de ces différents éléments, de ces différents événements, et à partir de là, dites-vous, ok, j'ai pensé ça parce que la personne a fait ça. Donc si la personne a fait ça, c'est qu'elle a dépassé une limite. Quelle est la limite? N'hésitez pas, si vous voulez, dans le chat, vous pouvez me dire si vous avez des idées sur qu'est-ce que c'est, en fait, si vous avez déjà une première idée des limites qui sont importantes pour vous, des grands principes un peu de votre code relationnel au travail. Je vérifie que vous ne m'avez pas envoyé une mail. Non, ça va. Et là, typiquement, ben voilà, j'ai pris mon téléphone pour regarder, pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème et que personne ne m'envoyait un message. Comme pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, j'ai eu un problème la semaine dernière technique pour ce live. Donc je vérifiais que je n'avais pas reçu un mail. Et ben ça, typiquement, moi, quand j'étais salariée, c'est quelque chose qui me posait problème. C'est-à-dire que, par exemple, si j'étais en train d'interagir avec mon directeur, mon manager, le fait qu'il décroche son téléphone, que ce soit un téléphone portable, personnel ou professionnel, ou même tout simplement sa ligne fixe, pour moi, c'était une limite qui était franchie. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que je passais en second. Alors qu'on avait pris rendez-vous, que c'était un temps qui était dédié à un point bilatéral, etc. Donc ça, typiquement, pour moi, c'est une limite qui est franchie. Quand quelqu'un prend son téléphone et décroche, c'est pas juste consulter l'écran, voir si c'est important ou pas, non, décroche et passe 10 minutes alors que moi j'attends à côté, pour moi, la limite, elle est franchie parce que moi, je ne me le permettrai pas. Et je rappelle que ça ne veut pas dire que la personne se comporte mal ou a un comportement inacceptable, ça veut juste dire que mon prisme à moi pense que c'est important, et la personne avec son propre vécu, sa propre histoire, etc., dans son prisme à elle, peut-être que c'est ok. Parce qu'elle se dit, oui, mais si je décroche pas, peut-être que quelqu'un va se retrouver en défaut ou va se retrouver en difficulté, etc. Donc je ne dis pas que ma façon de voir est meilleure que celle de l'autre personne, dans cet exemple-là. Je dis juste que si j'en parle pas avec elle, rappelez-vous, il y avait deux dimensions. Première dimension, je conscientise et je formalise mes limites, et ensuite j'en parle aux autres. Typiquement, moi j'ai mis en place, alors maintenant comme j'ai ma propre société c'est un peu moins compliqué, mais quand j'étais consultante, j'avais mis en place une règle qui indiquait que par exemple je ne consultais mes emails que 2 fois par jour. Donc à 11h et à 16h. Pourquoi? Parce que commencer sa journée, je fais un petit aparté, on en parlera peut-être une autre fois sur une thématique organisation, mais pour moi commencer sa journée en lisant ses mails, c'est commencer sa journée par résoudre les problèmes des autres au lieu de travailler sur ce qui est potentiellement important pour moi. Ça ne veut pas dire que les deux ne se rencontrent pas, mais ça veut dire que j'ai choisi d'abord de répondre aux problématiques des autres avant de répondre aux miennes. D'où le fait de commencer à regarder ces mails qu'à 11h le matin et à 16h. Et donc moi, dans ma signature d'email, c'était marqué « Attention, je consulte mes emails de 11h à 16h. » Donc j'apporterai une réponse à ce moment-là à votre interrogation. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que j'avais communiqué cette limite aux autres. Cet exemple-là, ça peut se faire. Franchement, si vous avez l'accord de votre manager, ça peut tout à fait se faire. Ça peut même, pourquoi pas, générer des bonnes pratiques, mais voilà, c'est pas forcément possible dans toutes les organisations. Ok. On a vu les personnes, les causes, les actions potentielles pour réduire ou supprimer les relations professionnelles problématiques. On vient de parler des limites et maintenant on va parler plus particulièrement du manager. Parce que dans les relations professionnelles, c'est souvent quand la relation avec le manager est compliquée, qu'elle est peut-être difficile, que ce soit un problème de communication, le fait que le manager peut-être ne réponde pas à vos attentes, etc. C'est souvent extrêmement pesant sur notre motivation au travail. N'hésitez pas dans le chat si vous voulez, vous pouvez soit poser des questions, n'oubliez pas, tout laisse une trace sur internet, donc des questions générales, sans forcément parler d'un cas particulier, ou alors poser de manière hypothétique, ou réagir sur ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas, si ça se trouve vous n'êtes pas d'accord, ou alors vous êtes tout à fait d'accord, et dans les deux cas, c'est parfaitement ok que vous me le marquiez dans le chat. Donc, le suivi par le manager. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que un manager, c'est un être humain comme les autres. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est exactement comme nous. Et qui donc potentiellement réagit de manière un peu
proche de la nôtre, selon sa personnalité bien sûr. Mais c'est surtout ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire qu'un manager, c'est pas un devin. C'est un peu comme dans un couple en fait. Si vous n'expliquez pas vos attentes à l'autre personne, il y a assez peu de chances que tout d'un coup, hop, comme ça, elle ait l'illumination et qu'elle se dise, ah mais bien sûr, cette personne, elle souhaite que je l'encourage, que je lui donne un feedback régulier et que, je sais pas, on fasse des points toutes les 2 semaines. Bah non, non. Alors il y a des managers qui sont un petit peu plus, comment dire, empathiques que d'autres ou qui ont une meilleure psychologie de l'être humain ou qui vous comprennent mieux, etc. Et tant mieux. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et parce que franchement, c'est pas simple, particulièrement quand on commence à avoir une équipe d'une taille un peu plus conséquente où c'est pas si facile d'avoir une bonne connaissance de la personnalité et des attentes de chacun de ses collaborateurs. Donc, l'idée c'est de se dire 99%, allez 95%, mais moi je suis très positive donc j'ai envie de dire 99% des gens ont un bon fond. Ce qu'ils veulent, c'est bien faire leur travail, faire un travail de qualité, avoir des relations harmonieuses avec les gens dans leur cadre professionnel, comme vous et moi en fait. Donc, sur le principe, votre manager est exactement dans la même situation. Après, sans forcément trouver des excuses, il y a des managers, et pardonnez-moi l'expression, qui sont des gros cons, et il faut le dire, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient managers, c'est une histoire de personnalité, et des cons, il y en a partout, donc c'est normal qu'il y en ait qui soient managers, mais la plupart des managers, en fait, se retrouvent souvent entre, comment est-ce qu'on dit ça, le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre personnalité, leur style de management, la façon dont ils voudraient manager et la façon dont ils managent réellement. Hein. Il y a toujours un fossé entre l'intention et la réalisation. Il y a les directives du management qui est au-dessus, donc de la direction de l'entreprise. Il y a aussi parfois peut-être le manque de temps. Pourquoi peut-être aussi parfois le fait de ne pas savoir comment faire, pas savoir comment prendre quelqu'un, comment gérer une personne, comment communiquer efficacement. Certes, il y a des formations pour ça, mais on est chacun plus ou moins bien loti, on va dire, sur la partie, ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences molles en français, qui sont donc les compétences relationnelles. Donc, avant de crier haro sur votre manager, dites-vous aussi peut-être que tout simplement, c'est quelqu'un qui ne sait pas forcément ce que vous attendez. Et là, on en revient à la même problématique que les limites, c'est première chose, est-ce que vous savez ce que vous attendez de votre manager en termes de suivi, d'accompagnement, etc. Et deuxième chose, est-ce que vous lui avez dit? Donc évidemment, la deuxième ne marche qu'après la première. Donc, laissez le bénéfice du doute en fait à votre manager. Et puis après, s'il réagit pas ou qu'il prend pas les choses en main ou qu'il vous écoute pas, etc. Ça c'est un autre problème. Mais laissez d'abord le bénéfice du doute et expliquez tout simplement ce que vous attendez. En ayant au préalable, bien sûr, réfléchi à ce que vous attendez. Et après, tout simplement, vous pouvez, tout simplement, je dis c'est une expression, ça ne veut pas forcément dire que c'est facile ou simple, mais une fois que vous savez ce que vous attendez, et c'est pas si évident de savoir ce qu'on attend, parce qu'il y a toujours un juste milieu entre le besoin d'accompagnement et le moment où on trouve que ça commence à ressembler à du flicage en fait. Donc l'idée c'est de se dire, on va essayer des choses ensemble, on va co-construire ensemble l'accompagnement dont j'ai besoin et l'accompagnement que le manager est prêt à me donner en fonction de son temps, de son style de management, de sa personnalité, etc. Et ça, c'est vraiment une discussion qui est essentielle à avoir avec son manager. Je vous le disais, c'est le même exemple que le couple, quoi. Si vous ne discutez pas de ce qui est important pour vous et de vos attentes, après, vous pouvez vous retrouver de manière un petit peu compliquée quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, parce que finalement, comme personne n'a échangé sur le sujet, vous ne voulez pas du tout la même chose, et donc vous ne vous dirigez pas du tout vers un avenir commun. Donc, cette partie-là, voilà, le suivi de votre manager, posez-vous ces questions-là et choisissez le bon moment pour en parler à votre manager. Si vous ne trouvez pas de moment adéquat, vous pouvez le faire au moment de l'entretien annuel. En revanche, si l'entretien annuel, là on est en avril, si l'entretien annuel c'est en décembre, et que la relation est compliquée, que vous avez besoin de plus de suivi ou de moins de suivi, ou d'un suivi plus adapté ou différent, etc., n'attendez pas le mois de décembre. Attendez un moment où votre manager est relativement bien disposé et proposez un point pour en discuter ensemble. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas, fait des travaux dehors, donc j'espère que vous entendez pas trop le bruit. En tout cas, moi j'ai un gros bruit dans l'oreille droite.
Donc, il y a vraiment cette notion de suivi du manager et de se dire, voilà, il suffisait que j'en parle et ça s'arrête. Et de se dire, bah, c'est aussi à moi d'être acteur de l'accompagnement de mon manager. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai eu une question. J'ai eu une question et je pense que je vais la traiter maintenant parce que je trouve que ça correspond bien à ce dont on est en train de parler. J'ai eu une question qui disait comment réagir quand notre hiérarchie directe est indifférente et nous ignore. Eh bien, c'est exactement ce dont on vient de parler là. Il y a une grosse différence entre une hiérarchie qui clairement, consciemment s'en fout et quelqu'un qui peut-être n'a pas le temps, ne sait pas comment faire, ou a une personnalité qui lui permet peut-être pas d'aller accompagner les gens. Rappelons-le, en France, une des grosses problématiques des managers, ou en tout cas du fait de faire progresser les gens vers du management, c'est qu'on est encore dans une dynamique où on fait progresser des experts. Et un expert, c'est quelqu'un qui est très fort sur une compétence en général technique. La problématique, c'est que c'est pas parce qu'on est très fort sur une compétence technique qu'on est un expert, on a une expertise, qu'on est très fort sur des compétences managériales. Et ça, on n'a pas encore en France, mais dans beaucoup d'autres pays aussi, on n'a pas encore vraiment bien évolué sur le rôle d'un manager. Un manager, c'est quelqu'un qui sait gérer de l'humain, qui sait gérer une équipe, qui sait gérer des gens, qui sait faire en sorte de faire progresser les gens qu'il a dans son équipe, de les accompagner pour que eux, experts ou pas experts d'ailleurs, soient au meilleur de leur potentiel et exploitent au mieux leurs compétences pour s'épanouir au travail au service de l'entreprise. Et ça, c'est pas encore au point. Même s'il y a beaucoup de formations pour les managers et franchement, je leur jette pas la pierre. Moi, j'ai été manager et pour le coup, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Après, pour autant, il faut quand même faire les efforts nécessaires quand on a ce type de responsabilité. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile et que on se retrouve souvent pris en sandwich, comme je disais tout à l'heure, entre le marteau et l'enclume, pris en sandwich entre les exigences de notre équipe et les exigences du service, de la direction, etc. Attendez, je regarde, c'est comme d'habitude, il y a encore un truc qui s'affiche et je ne sais pas ce que c'est. Bah écoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, donc je reviens sur cette question. Il y a un vrai distinguo entre une hiérarchie qui s'en fout et une hiérarchie qui ne sait pas comment faire. Après, l'ignorance, le fait d'être ignoré, c'est autre chose. Donc comme je connais la personne qui a posé cette question, je sais qu'il y a un contexte particulier, mais je vais répondre dans un contexte plus global. Une hiérarchie qui nous ignore, ça c'est un vrai problème. Et si c'est possible, essayez de vous éloigner des personnes qui comme ça ne prennent pas en compte leurs équipes, qui sont potentiellement, qui n'ont pas forcément toutes les compétences peut-être pour être manager, si c'est possible. Dans les cas où c'est pas possible, et là malheureusement j'ai pas de recette miracle, vous ne pouvez pas forcer un manager à vous écouter, à prendre en compte votre avis, à vous accompagner de la manière dont vous souhaiteriez. Potentiellement, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Et si c'est pas couronné de succès, voilà, vous pouvez soit peut-être essayer de changer si c'est possible. Et après, dans les solutions beaucoup moins sympathiques, il y en a soit la résignation, soit mettre en place des stratégies d'évitement ou des stratégies, et on va en parler juste après, pour retrouver de la reconnaissance ailleurs que via votre management direct. Parce que c'est le dernier point dont je voulais parler aujourd'hui sur cette problématique des relations professionnelles, c'est la reconnaissance. Ce qui fait aussi, et ça fait partie, je crois que c'était un sondage du CSA, alors qui date un peu maintenant, je crois que c'est 2013 ou 2014, qui disait que dans le top 3 des priorités des salariés français, il y avait le fait de faire du bon travail, donc d'avoir un sentiment d'accomplissement, de se dire je fais un travail de qualité. Et donc ça, je crois que c'était le premier. Et le troisième, qui était le fait de se sentir utile. On en a parlé la semaine dernière dans le Café Live sur le sens. Mais ici, c'est intéressant aussi sur cette notion de reconnaissance. Parce qu'on peut savoir intrinsèquement, de manière intérieure, que le travail qu'on fait est utile, qu'il a du sens, qu'il est pertinent, qu'il est qualitatif, etc. C'est autre chose que ce soit quelqu'un d'extérieur qui nous le dise. Et la reconnaissance, ça compte énormément dans l'épanouissement et la motivation
et parfois même, ça a été prouvé dans certaines études de psychologie, pour l'efficacité dans votre travail. Vous travaillez mieux si vous vous sentez reconnu, qu'on valorise et qu'on apprécie les efforts, l'investissement que vous avez dans votre travail. Donc la reconnaissance, il y a 4 types de reconnaissance au travail. La première, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance, alors c'est un peu pompeux, la reconnaissance existentielle. Et en fait, c'est tout simplement de dire que vous êtes reconnu comme un être humain et non pas comme un numéro. Donc là, typiquement, par rapport à cette question où la personne disait ma hiérarchie m'ignore, il n'y a pas de reconnaissance existentielle. Et ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau de base pour n'importe quel être humain, c'est être reconnu comme une personne unique et dont la vie compte. Donc ça, normalement, en entreprise, ça devrait être acquis. Deuxième niveau de reconnaissance, c'est la reconnaissance de la pratique du travail, c'est-à-dire de vos compétences, de vos qualités au travail. Donc ça, c'est, je sais pas, ça peut être, ça peut être de vous remercier pour la qualité du travail qui a été fourni, ça peut être non, vous voyez, j'allais me tromper, c'est pas si facile en fait sur les signes de reconnaissance. Donc c'est vraiment, voilà, c'est plus sur le côté compétence, sur l'expertise dont vous faites preuve dans votre travail, etc. Le troisième niveau, c'est la reconnaissance de l'investissement dans le travail, c'est-à-dire les efforts qui sont fournis, l'implication que vous avez mise dans la réalisation de votre travail. Donc ça, typiquement, c'est de remercier pour les efforts, de souligner l'investissement d'une équipe, de faire une fête à la fin d'un projet, par exemple, pour remercier tout le monde et pour mettre en avant les personnes et l'investissement qui a été mis sur ce projet-là. Et le quatrième niveau de reconnaissance, et en fait c'est celui auquel on pense le plus souvent, c'est la reconnaissance des résultats. Et la reconnaissance des résultats, en gros, c'est plutôt de l'extérieur, donc ça peut être ça peut être une prime, ça peut être le fait, je sais pas, alors en France ça se pratique pas trop, mais dans d'autres pays ça se pratique, ça peut être le fait d'être l'employé du mois et que ce soit affiché, communiqué dans l'entreprise, etc. Donc vous voyez ces 4 niveaux de reconnaissance. Donc le premier, je vous l'ai dit, existentiel, normalement c'est le minimum, c'est prendre de vos nouvelles, connaître votre nom et pas vous considérer comme un numéro parmi d'autres. Et la partie sur les résultats, donc c'est les 2 bouts de l'échelle, c'est pas forcément ceux qui sont les plus importants. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Je recommence. Ils sont très importants, mais c'est pas ceux sur lesquels il faut se focaliser pour 2 raisons. La première, existentielle, on a dit, parce que normalement c'est le niveau de base, donc ça c'est acquis. Si ça ne l'est pas, franchement il y a un problème, et dans ces cas-là, je vous conseille de vraiment reconsidérer votre vie professionnelle, en tout cas de votre avenir professionnel dans cette société-là, ou avec ce manager-là. Et la partie résultat, en fait, c'est pas mal. C'est souvent la reconnaissance qui est, et je mets des guillemets, la plus facile à obtenir parce que c'est la plus facile à donner de la part d'un manager. Mais ce qui pose problème, et c'est valable aussi dans l'éducation des enfants, c'est que quand on axe nos compliments et nos remerciements sur un résultat qui a été obtenu, en fait, on ne rend pas service à la personne à laquelle on fait ce compliment parce que ça a 2 effets. Premier effet, c'est on considère que c'est le résultat qui est important et pas la personne. Et deuxième effet, ça engendre un stress supplémentaire qui fait que quand on mènera une action de ce type-là avec potentiellement un résultat potentiel espéré du même type, on va avoir peut-être un petit manque de confiance en soi en se disant « Ah oui, mais là, ils étaient contents. » C'est inconscient, hein, bien sûr, donc là, je le schématise. Mais là, le manager était content parce que j'ai obtenu ce résultat-là. Donc, si je ne l'obtiens pas, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que ça dit de moi si je n'ai pas réussi à obtenir ce résultat-là? Donc, on est peut-être moins persévérant et on va peut-être moins se challenger pour faire mieux ou pour faire plus parce qu'on aura peur de justement pas avoir la carotte, entre guillemets, à la fin de l'action ou du projet. Donc les signes de reconnaissance qui sont très valorisants et très importants, mais qu'on reçoit le moins en entreprise, c'est celui sur les compétences et les qualités et ceux sur l'investissement, les efforts, l'implication. Donc, première chose, déjà, souvent, comme particulièrement quand on a envie d'évoluer, quand on est quelqu'un de dynamique, etc., on a tendance à pas voir ou pas entendre les signes de reconnaissance qu'on peut avoir, donc on peut nous donner. Donc, n'hésitez pas à essayer de vous remémorer déjà les accomplissements que vous avez eus et les signes de reconnaissance qui les ont accompagnés. Et dans le futur, notez les signes de reconnaissance que vous avez eus, de la part de qui, quel type de reconnaissance, sur quel sujet, dans quel contexte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est si vous n'arrivez pas à vous remémorer de signes de reconnaissance, c'est un manque pour vous
dans votre satisfaction au travail, dans votre épanouissement, puisque on l'a dit, c'est très important dans votre motivation et votre bien-être au travail. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, comme quand je l'ai dit tout au début du live, je disais, c'est pas possible de changer les autres. Bah, si ça vient pas des autres, faites en sorte de créer les conditions pour aider les autres à vous donner ces signes de reconnaissance. Donc vous pouvez tout simplement aller à la pêche aux signes de reconnaissance. Et finalement, c'est relativement facile à faire puisque c'est de poser une question ouverte à une personne face à une action que vous avez faite. Donc je ne sais pas, vous faites une présentation en réunion, à l'issue de la réunion, allez voir votre manager ou un collègue, puisque les signes de reconnaissance ne viennent pas forcément de votre manager, ça peut venir de n'importe qui dans l'entreprise ou même à l'extérieur de l'entreprise, des clients, des fournisseurs, etc. Et tout simplement demandez-lui, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que, alors plutôt une question ouverte, donc on commence pas par est-ce que, donc qu'en as-tu pensé? Comment est-ce que tu as trouvé la présentation, etc., etc. Ça peut être dans d'autres cas de figure aussi. Ça peut être, vous avez, je sais pas, fini le projet X qui vous a pris 6 mois, et bien proposer un point bilatéral à votre manager ou au reste de l'équipe pour voir ensemble ce que vous avez bien fait. Et puis, si vous le souhaitez, pourquoi pas ce que vous n'avez pas bien fait non plus. Mais ce que vous avez bien fait, en tout cas, c'est important d'instaurer ces moments où vous pouvez récupérer des signes de reconnaissance. Et alors évidemment, si vous posez la question, vous pouvez aussi avoir une réponse qui est peut-être moins élogieuse que vous ne l'espériez. Et dans ce cas-là, d'utiliser ce feedback pour améliorer les choses pour la prochaine fois. Donc de toute façon, dans tous les cas, c'est un booster soit pour la motivation, soit pour la progression et le développement des compétences. Donc c'est vraiment du bonus. Mais sachez que voilà, c'est pas naturel chez tout le monde. Vous-même, est-ce que vous avez des facilités à donner des signes de reconnaissance? Peut-être pas. Donc, pourquoi pas, profitez-en pour essayer d'en donner plus. Et puis, allez à la pêche aux signes de reconnaissance. Donnez l'opportunité aux gens qui font peut-être pas ça naturellement de vous donner des signes de reconnaissance. Pardon, j'ai eu un petit peu de mal. Pour moi, c'était ce que je voulais partager avec vous sur les relations. Comme je vous l'ai dit au début, je sais que tout reste écrit sur Facebook, rien ne s'efface, donc c'était parfaitement ok que vous ne parliez pas de votre ressenti. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai évoqué avec vous aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas, parlez-en dans le chat. Là, normalement ça fonctionne, donc je regarde et je vais répondre aux questions si vous en avez. Dernier point, donc ça je vais vous le mettre tout de suite dans le chat, par rapport à ce que j'ai évoqué avec vous aujourd'hui. Donc j'ai pas tout mis, mais je vous ai préparé une fiche que vous pouvez télécharger si vous le souhaitez. Donc sur les relations professionnelles et comment est-ce que vous pouvez mettre en place quelques-unes des actions que j'ai évoquées là. Ah oui, j'aurais peut-être pu vous mettre que... Je vais essayer de ne pas faire d'orthographe, de faute d'orthographe, pardon. Hop, et je vous mets ça tout de suite. Et oui, je n'avais pas pensé à taper le texte avant. J'avais pensé à avoir le lien, mais pas à avoir le texte. Télécharger, c'est marqué correctement. Je remets mon message. Ah bah là, le lien, il marche moins bien. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, si vous voulez, vous pouvez télécharger la fiche sur le Café Live d'aujourd'hui. Sur la page, vous aurez aussi la fiche du Café Live de la semaine dernière sur le sens qu'on donne à son travail, si jamais vous n'avez pas pu la télécharger. Donc, n'hésitez pas, vous aurez accès aux deux fiches. J'ai eu des retours plutôt positifs sur le Café Live de la semaine dernière. Donc là, n'hésitez pas dans le chat, dites-moi ce que vous avez pensé et du sujet d'aujourd'hui et du format. Et faites-moi toutes les remarques. On parlait des signes de reconnaissance, mais de manière plus générale, surtout donnez-moi du feedback sur ce format-là et sur le thème d'aujourd'hui. Ce sera très enrichissant pour moi et ça me permettra bien de progresser dans ce que je peux vous communiquer. Et si vous avez des questions plus particulières sur votre ressenti à vous, sur votre situation personnelle au travail, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc normalement, dès que vous serez inscrit, ou dès que vous aurez téléchargé la fiche, vous recevrez mes emails. Donc n'hésitez pas, vous répondez, vous me posez vos questions. Et tous les dimanches, je réponds aux différentes questions. Je partage les réponses aux différentes questions que vous m'envoyez. Donc ça, c'était sur la fiche. Pardon, problématique du direct. La semaine prochaine, je vous propose de se retrouver aussi pour un café live, toujours le jeudi à 13h30. Et la semaine prochaine, je vous propose de faire un thème sur les missions.
Parce qu'en fait, dans les choses qui peuvent générer du mal-être au travail, il y a parfois le fait que les missions ne nous correspondent pas, qu'on ne fait pas exactement ce qu'on voudrait faire, ou alors que les missions ont changé et que finalement elles correspondent plus à nos attentes, ou qu'elles ne nous motivent pas assez ou ne nous challenge pas assez par rapport à nos compétences, par rapport à ce qu'on sait faire. Et ça, c'est la thématique que je voudrais aborder avec vous dans le café live de la semaine prochaine. Donc, si vous êtes intéressé par la thématique, si le format vous convient, rendez-vous à 13h30, toujours sur la page Facebook de Lucéliane la semaine prochaine. Bien sûr, j'enverrai un mail pour vous prévenir et vous rappeler le sujet. Ça, je le ferai mardi. Et je vous renverrai un petit rappel à midi, jeudi, pour être sûr que vous puissiez bien assister au café live. Bien évidemment, une fois que vous avez reçu le lien, pensez bien à vous inscrire, comme ça vous serez prévenu directement par Facebook quand ça commence. Et si jamais vous pensez que la thématique peut intéresser des gens autour de vous, des amis, des connaissances, etc., n'hésitez pas à partager le lien. J'attends encore 1 minute ou 2 pour voir si vous avez des questions. Et en tout cas, pour ceux qui doivent retourner travailler cet après-midi, eh bien, je vous souhaite bon courage. Ça fait un peu négatif, mais en tout cas, voilà, bonne continuation. Passez une très belle journée et une belle fin de semaine avec le week-end de Pâques qui arrive. J'attends de voir si vous avez encore des questions. Une petite minute encore. De toute façon, bien sûr, vous laissez vos questions sous l'événement, sous la vidéo, et je pourrai vous répondre un peu plus tard si jamais il y a des questions auxquelles je n'avais pas forcément répondu. Comme je vous l'ai dit, attention, ne parlez pas forcément sur cette partie-là, sur l'événement de problématiques personnelles, ne citez aucun nom, ne parlez pas exactement de votre travail ou de votre poste. Si vous avez des questions plus précises là-dessus, qui ne sont pas des questions sur ce que j'ai évoqué, envoyez-moi un email et comme ça, j'y répondrai directement. J'ai l'impression que c'est bon pour tout le monde. Et bien écoutez, très bon après-midi et on se retrouve la semaine prochaine.